Bonsoir. 300 francs tarif jour, 400 francs tarif nuit. Ce sera finalement respectivement 300 et 350 francs CFA. Plutôt que 16 francs le kilomètre pour l'interurbain, ce sera 14 francs. Ainsi en a été décidé au terme de la concertation entre membres du gouvernement et syndicats du secteur des transports. C'était le 7 février dernier. À la suite de l'augmentation des prix des carburants à la pompe, augmentation effective depuis le 1er février dernier, les syndicats de ce secteur d'activité se sont réunis pour faire leurs propositions au gouvernement. Couchés sur 11 points, les premiers ont naturellement porté sur les coûts du transport urbain et interurbain. C'est en réponse à cela que s'est tenue une autre concertation il y a quelques jours à la Caisse de stabilisation des prix des hydrocarbures. Que retenir de celle-ci? Tous les points retenus par les syndicalistes ont-ils eu un écho favorable en face? Et comment assainir ce secteur où on compte à la fois accidents de la circulation, véhicules en très mauvais état, criminalité et j'en passe? Des questions et bien d'autres que je m'en vais poser à un membre, mieux, un défenseur des droits des travailleurs du secteur des transports routiers. Ancien chauffeur taxi, aujourd'hui leader syndical, le président national du syndicat national des employés du secteur du transport terrestre est notre invité. Jean Collins Defossoquin est assis ce soir dans le fauteuil rouge. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir madame, et très heureux d'être assis dans le fauteuil rouge, le fameux fauteuil rouge. Parce qu'il faut dire que ça date, ce fauteuil rouge, je ne vais pas me mettre à énumérer ceux qui sont passés avant vous comme présentateur ou bien présentateur du fauteuil rouge. Et c'est une émission pratiquement culte que personnellement je ne manque pas tous les 21h les jeudis, parce que c'est quand même une émission où les invités sont triés sur le volet, c'est-à-dire des personnes ressources qui ont sûrement beaucoup de choses à donner aux Camerounais, à dire aux Camerounais pour essayer d'éclairer leur lanterne dans tous les secteurs d'activité. Ce soir, vous y êtes. Merci bien, madame. Alors, vous vouliez 300 francs le jour et 400 francs la nuit. Ce sera finalement pas tout à fait ça. 350 la nuit et 16, au lieu de 16 francs, ce sera 14 francs le kilomètre. Est-ce que vous êtes satisfait ou... Bien, dans le principe, vous savez, quand nous faisons des revendications syndicales, nous demandons le maximum pour parfois obtenir ce qui est quand même satisfaisant. Donc en fait, quand nous avons demandé 300 francs de jour et 400 francs de nuit, c'était fort de ce qu'il y avait une augmentation de pratiquement 15% pour ce qui est du super et de près de 25% ce qui est du gasoil. Donc ce n'est pas des augmentations au hasard, parce que c'est du point de vue mathématique qu'ensemble on s'est convenu pour avoir ce prix de 300 francs de jour et de 350 francs de nuit. Parce qu'en faisant pratiquement un ratio, on avait pratiquement 282 francs. Ça passait de 282 francs pour le super et après presque 312 francs pour le gasoil. Alors, avec le ministre, comme déjà le principe du transport est le gré à gré, on s'est donc dit, ok, il faut donc qu'on puisse s'entendre pour qu'on s'entende et puis que les clients désormais, conscients de ce que c'est désormais 300 francs, qui est pratiquement ce qui est retenu comme seuil, 350 francs de nuit, ça permettra que dans le gré à gré, on puisse voir très souvent un gré à gré au rabais et un gré à gré en ajout. Ça dépendra, n'est-ce pas, de la distance que vous allez maintenant emprunter, parce qu'il faut dire que lorsque vous avez fait 10 km dans le transport urbain par taxi, par exemple, vous consommez 1 litre de carburant. Donc c'est sur cette base-là que chaque chauffeur maintenant professionnel va comprendre qu'il faut bien que je puisse me battre et que je sache comment manager en termes de prix pour rentrer dans mes frais en soirée, parce que le soir, par exemple, on m'attend avec une recette. S'il il travaille pour quelqu'un, on attend avec une recette, il faut bien qu'il rentre chez lui avec quelque chose pour sa propre maisonnée, il faut qu'il entretienne le véhicule, ce véhicule qui va bientôt pratiquement être déprécié après 1-2 ans. Il faut donc que déjà on soit en capacité de pouvoir résoudre tous ces problèmes-là. Donc voilà ce qui a été obtenu. Mais il faut dire qu'on a simplement eu le prix du ramassage, mais s'agissant, n'est-ce pas, de la course et du dépôt, nous voulions pratiquement que le dépôt soit de 2500 francs. Non, soit d'abord le gré à gré. Vous avez dit gré à gré. On a demandé le gré à gré. Oui. C'est-à-dire parce que vous savez, dans le transport d'abord c'est un moyen de transport, le taxi est un moyen de transport de luxe. Voyez-vous, c'est pas donné à tout le monde. Maintenant, le ramassage, c'est le social.
C'est-à-dire pour ceux qui n'en ont pas, ils peuvent se battre avec le social et puis on les comprend. Maintenant, la course... Expliquez-nous bien, quand vous dites transport, le taxi c'est de luxe, après le ramassage, il y a une différence entre les deux puisque le taximan lui aussi il s'arrête à tous les points où il y a des passagers. À la vérité, le taxi est le ramassage au Cameroun parce que dans l'incapacité de pouvoir répondre à un besoin social de transport, qui est d'ailleurs du domaine régalien de l'État, l'État a bien voulu utiliser les taxis pour n'est-ce pas, répondre à son problème social. C'est pour ça que l'État institue le ramassage, vous comprenez, pour permettre à monsieur tout le monde d'être en capacité de vaquer à ses occupations à un prix abordable. C'est pour ça donc qu'on a pratiquement cette homologation des prix du transport pour permettre que ce soit pratiquement possible pour tout le monde de se déplacer. Maintenant, il y a des personnes, n'est-ce pas, jet set, des personnes qui ont pratiquement des conditions de vie assez agréables, qui peut-être voudraient un transport taxi en location. À ce moment, nous pensons qu'avec le gré à gré, on pourrait, n'est-ce pas, maintenant essayer de négocier en fonction du client. Et là, si c'est un client qui nous prend pour un dépôt qui est pratiquement très lointain ou bien très difficile à appliquer, nous saurons ensemble comment négocier pour que chacun puisse s'en sortir. Mais jusqu'à ce niveau, le ministre a pensé qu'il fallait toujours qu'il y ait un seuil. Voyez-vous, un seuil, toujours dans le cadre du social, qu'il y ait un seuil. Alors, nous ne sommes pas accordés séance tenante, mais nous pensons que c'est peut-être parce que mon déplacement a fait qu'on devait pratiquement se voir aujourd'hui, mais mon déplacement fait que peut-être ce sera demain qu'on se verra pour décider désormais de combien coûtera le dépôt, mais la course sera toujours le gré à gré. Parce qu'il faut dire que le transport urbain par taxi est aussi un moyen par lequel on fait rentrer des devises dans un pays. Vous comprenez? Aujourd'hui, à cause, n'est-ce pas, de l'environnement du transport, nous perdons beaucoup d'argent dans le transport, et même au Cameroun en termes de devises. Lorsque quelqu'un quitte, par exemple, l'étranger, il vient au Cameroun, voyez-vous, il vient. Quand il arrive, il prend plutôt les véhicules personnels pour le transporter de l'aéroport vers le Cameroun. C'est une perte en termes d'argent. Or, les taxis devaient être là pour accueillir les étrangers au Cameroun et faire rentrer l'argent au Cameroun en termes de devises. Donc, nous pensons qu'en termes de gré, n'importe qui n'emprunte pas un taxi en dépôt, n'importe qui n'emprunte pas un taxi en course. Par conséquent, nous pensons qu'il faut payer le prix. Alors, la concertation que vous reprogrammez pour demain, ce sera avec votre tutelle ou avec tous les autres membres du gouvernement? Non, avec le ministère du Commerce. Avec le ministère du Commerce, parce que c'est lui pratiquement qui est responsable des prix. D'accord. Voilà. Alors, l'application, elle est immédiate ou on a quelques jours pour souffler? Non, vous savez, il faut attendre l'arrêté du ministre, qui forcément va être conçu quand on se sera entendu sur la question du dépôt et de la course. Et maintenant, ça va être transmis au Premier ministère pour visa. Et c'est donc après ce visa-là que maintenant le ministre pourra donc signer et ça devient opérationnel. Et j'ouvre la parenthèse, comment est-ce que vous faites déjà pour savoir si dehors les taxis n'appliquent pas déjà d'autres prix? Parce qu'ils commencent déjà à appliquer autre chose. Je vous ai dit, le transport a pour principe le gré à gré. Là, ce n'est pas un gré à gré, c'est-à-dire que les distances où on payait avant 250 francs, maintenant ils nous exigent 300 francs. Comment est-ce que vous faites déjà pour vous assurer qu'il n'y ait pas ce désordre-là? Bien, écoutez, c'est un désordre, c'est vrai, mais c'est un gré à gré. Vous comprenez? Parce que tout le monde, le taxi est un... Ce n'est pas vraiment un gré à gré, M. de Fossoquet. Vous savez que le matin, je suis pressé, je suis en train d'aller au travail. Très bien. À ce moment-là, je n'ai pas vraiment le choix. Vous savez, je vous ai dit que le principe du transport, quand même, c'est le gré à gré. C'est-à-dire qu'on peut bien arrêter un prix qui est de 250 ou de 300 francs. Mais moi, taximan, quand vous me dites, par exemple, tel endroit, je vous dis, je vous propose un autre prix. Libre à vous de prendre ou de refuser. Je serai parti que peut-être celui qui viendra après moi prendra. Donc, c'est un marché où le taximan est libre de proposer le prix, libre au client de l'accepter ou de ne pas l'accepter. Parce que vous aussi ne nous payez qu'en fonction de la distance que vous parcourez. Voyez-vous, si vous partez par exemple de là où nous sommes, pour le rond-point, vous ne payerez pas les 300 francs par exemple. Vous comprenez? Ça dépend. Vous dites bien ça dépend. Il y a des problèmes de monnaie, on va payer les 250 francs. Maintenant, vous dites bien ça dépend. Vous comprenez? Donc, il y a des réalités qui tiennent compte, n'est-ce pas, de l'environnement. Par exemple, les heures. Voyez-vous, à certaines heures, nous sommes en manque de clients.
Et il y a des heures, par exemple, on dit des heures de pointe, des heures, n'est-ce pas, où les personnes vont au travail, où les heures où les personnes rentrent du travail. À ce moment-là, nous profitons aussi pour essayer de compenser le manque à gagner journalier. Oui, bon, il faut dire que votre secteur, il y a quand même beaucoup de désordre aussi. On va revenir là-dessus. Ne vous inquiétez pas, on va revenir là-dessus. Alors, avant de rentrer en profondeur dans les résolutions, je voudrais déjà comprendre, est-ce que la discussion s'est faite à la Caisse de stabilisation des prix des hydrocarbures? Comme son nom l'indique, elle est là pour stabiliser les prix. Tout à fait. Alors, est-ce qu'à un moment donné, vous ont dit pourquoi cette augmentation à la pompe? Bien, vous savez, on vous dit augmentation à la pompe déjà parce que le marché mondial, vous comprenez? C'est-à-dire qu'il y a des difficultés pour avoir le carburant à prix agréable à cause de la guerre russo-ukrainienne qui a pratiquement une incidence sur le monde entier. Voyez-vous? Et on vous dit par exemple qu'il y a par exemple un déficit en termes de devises. Voyez-vous, pour pouvoir avoir le pétrole, le carburant à l'international. Et que les banques rechignent pratiquement rechignent à mettre les devises à disposition. Et par conséquent, il faut donc qu'il y ait cette augmentation-là pour permettre à l'État de pouvoir supporter, n'est-ce pas, certaines charges. Voilà ce qu'on nous dit globalement. Mais en réalité, c'est un discours qui est pour nous un discours étatique. Vous comprenez? Parce que ce que je sais, c'est que mon pays est un pays producteur de carburant. Et puis, quand on passe le temps à me parler, n'est-ce pas, de l'extérieur, moi, ça m'agace. Mais comme c'est un discours d'État, un discours politique, on parle de subvention de ci, subvention de ça, mais vous constatez tout simplement. Mais nous continuons à dire tous ces discours-là. Personnellement, ça m'agace. Parce qu'on ne peut pas comprendre quand même que nous sommes un pays producteur et que nous ne bénéficions pas de notre sous-sol. Vous comprenez? Le Cameroun a du carburant, on nous le dit. Mais voilà une Sonara qui a été conçue, mais est en incapacité de pouvoir raffiner notre carburant. C'est quand même une sorcellerie. Vous comprenez? Et aujourd'hui, je ne sais pas si c'est grâce à Dieu ou bien c'est grâce au diable, cette même Sonara a connu un incendie. Et nous pensions qu'on devait saisir l'occasion pour restructurer la Sonara de manière qu'elle soit en capacité de raffiner notre carburant. Mais jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas d'informations. On nous fait dire qu'il faut pratiquement près de 200 milliards pour concevoir une Sonara en capacité. C'est 200 milliards qui vont manquer au Cameroun, je ne pense pas. Maintenant, si le FMI nous impose de faire ci et de faire ça, et c'est 200 milliards de francs qui manquent à la Banque mondiale pour nous permettre d'être en capacité d'avoir l'indépendance énergétique, je ne pense pas. Donc, il y a des choses qui ne sont pas, vous comprenez, qui ne passent pas. Mais comme c'est un discours d'État, vous comprenez, ça passe. Mais en réalité, quand vous regardez en toile de fond, vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose, il y a un riz sur roche. Justement, est-ce que vous avez pu leur poser cette question? Est-ce que vous les avez interrogés sur le fait que le Cameroun, étant producteur de pétrole, le discours était un peu incongru? Est-ce que, je veux dire, il y avait discussion, certes, peut-être que ce n'était pas ça le sujet, mais c'est lié à votre présence là-bas. Est-ce que vous, à un moment, le syndicat a dit, bon, expliquez-nous comment est-ce que le Cameroun, qui est producteur de pétrole, soit dans cette situation? C'est vrai, il y a la crise. Le Cameroun, pourquoi, par exemple, le pétrole camerounais, celui qui est consommé ici, est acheté à l'extérieur, hors du continent et pas dans le continent, par exemple, pour minimiser tout au moins les coûts de transport? Peut-être, est-ce que vous leur avez posé déjà cette question? Personnellement, je leur ai déjà posé cette question. Lors de nos réunions à la CSPH, des réunions d'information. Mais vous savez, quand on y est invité, on est pratiquement 100, 200 personnes en salle. De manière que vos questions peuvent parfois être diluées d'entre un nombre de personnes qui, après, vous posent 1000 questions et à la fin, on ne vous répond même pas. Mais ce qui est certain, c'est que nous avons 4 structures en charge des hydrocarbures au Cameroun. Vous avez la SNH qui a la mission d'explorer et d'exploiter notre pétrole. Vous avez la Sonara qui a la mission de raffiner ce pétrole. Vous avez la SCDP qui a la mission de stocker ce pétrole. Et vous avez la CSPH qui a la mission de commercialiser. Maintenant, on va vous dire depuis Mathusalem que le Cameroun a 80 000 barils jour. C'est ça qui revient toujours. Mais vous avez le Nigeria qui a 2 millions de barils. Vous avez le Tchad au-dessus de nous. Quand vous regardez par exemple la carte de l'Afrique, le Tchad est au-dessus de nous. 1 500 000 barils. La Guinée équatoriale est en dessous de nous, frise les 2 millions de barils. Le Gabon n'est pas loin de 2 millions de barils. Le Congo a suffisamment de carburant. Mais pourquoi, diable, c'est le Cameroun qui est si maudit pour toujours à 80 000 barils depuis 60 ans? Pourtant, on nous dit que sous ce bâtiment, il y a du pétrole. Ça veut dire que quelque part,
la SNH ne fait pas son boulot. Mais maintenant, on ne nous permet pas de rencontrer la SNH. On est toujours à la CSPH. C'est d'ailleurs pourquoi, lors de nos revendications, dans nos revendications, nous avons demandé qu'il faut désormais que la SCDP soit ouverte. Vous comprenez? Parce que récemment, on a eu pratiquement 2 pénuries de carburant en moins de 6 mois. Vous étiez avec le ministre de l'Énergie, qu'est-ce qu'il a dit là-dessus? Écoutez, on vous dit pratiquement que le carburant est stocké à l'extérieur. Vous comprenez? Et il n'entre pas pour des questions de devises. Mais ça, c'est le discours de l'État. À l'extérieur, bon, la mer peut être à l'extérieur. Voilà, c'est toujours un discours politique, c'est un discours d'État. Vous comprenez? Maintenant, madame de la SCDP, pourquoi sa porte est fermée à nous autres qui sommes les consommateurs de ce qu'elle vend? Monsieur de la Sonara, vous qui devez raffiner notre pétrole, pourquoi vous nous fermez vos portes? Il faut bien qu'il y ait une discussion avec les partenaires sociaux pour qu'on puisse vous dire qu'il faut être en capacité de raffiner le carburant camerounais. Vous comprenez? Donc, on ne comprend pas qu'aujourd'hui, on soit toujours avoir une Sonara incapable de raffiner notre pétrole. C'est pratiquement, vous savez, quand on discute sur le carburant, ça passe toujours pour être une sorcellerie. Mais à la fin, tout le monde cède. Vous me suivez, madame Duncan? Tout le monde cède. Et c'est quand même gravissime. Donc moi, je pense que le Cameroun, s'il est un État pétrolier, la SNH est là pour nous dire exactement quelle est notre quantité de pétrole que nous avons dans le sous-sol. On connaît le Nigeria, on connaît le Tchad, mais le Cameroun, on spécule. C'est un problème quand même. D'accord. Bon, s'ils n'ont pas pu vous répondre, peut-être que, si vous avez posé le problème, peut-être que dans les jours prochains, la SNH ou la SDP pourra vous ouvrir les portes. On ne sait jamais. Écoutez, il faut une pression pour qu'il en soit ainsi. La CSPH elle-même, il a fallu une pression pour qu'il en soit ainsi. La pression de qui? Mais la pression des syndicats. Ah, okay, oui, ça n'a pas été facile pour que la CSPH nous ouvre ses portes. Et même depuis pratiquement 2 ans, ces portes-là ont été fermées. Hein. Il a fallu pratiquement que la question du carburant se présente là pour qu'ils sentent qu'ils sont obligés de rencontrer les partenaires sociaux. Vous comprenez? Et c'est ça un réel problème de dialogue social au Cameroun. D'accord. Je le disais il y a un instant, la concertation du 7 février fait suite à celle du 2. Oui. Entre syndicalistes. Alors, vos résolutions, vous les avez couchées sur 11 points. Ouais. Le point 1 et 2, visiblement, a été résolu. Celui de l'augmentation des prix. Oui, urbain et interurbain. Interurbain, il n'y a pas eu augmentation des prix à l'interurbain. Et j'ai été pratiquement surpris parce qu'il faut dire qu'au Cameroun, vous avez 2 types de transporteurs interurbains. Vous avez les transporteurs interurbains du monde formel, c'est-à-dire les agences de voyage qui ont une relation hiérarchique avec les travailleurs. Et vous avez le secteur urbain pratiquement informel. Les gares routières, par exemple, ce sont des gens qui louent les voitures à un patron et le soir sont obligés de verser la recette, faute de quoi on leur retire la voiture. Alors ceux-là sont pratiquement comme sont des transporteurs indépendants. Maintenant, lorsque nous allions en discussion, on avait prévu donc qu'il faut pratiquement qu'on monte au moins à 16 francs. Mais on a été surpris que quand on arrive à ce niveau, on voit plutôt qu'on privilégie le secteur formel en termes de débat. Et ils en sont sortis de là sans avoir un seul franc d'augmenter. Parce qu'il faut dire que quand on augmente le prix du carburant, de manière automatique, ça doit avoir une incidence sur le prix du transport. Vous comprenez? Mais on sort de là, on vous dit, OK, on va revoir la TVA pour le secteur formel. Et les transporteurs indépendants, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils deviennent? Vous ne pouvez pas me dire, moi qui sors de Yaoundé, qu'au Bala, Yaoundé va rester 500 francs. C'est pas possible. C'est pas possible. Et il faut quand même faire quelque chose pour les transporteurs. Quand vous avez, parce que 100 francs le prix de l'essence, c'est beaucoup. Hein. Pour nous autres, c'est beaucoup. 145 francs en termes, n'est-ce pas, de gasoil, c'est beaucoup. Maintenant, on veut conserver le prix à 14 francs. Je crois qu'à ce niveau-là, il y aura un problème. C'est la raison pour laquelle j'ai dit au ministre que ceux qui soutiennent qu'ils maintiennent à 14 francs risquent de créer un problème entre les clients et les transporteurs. Parce que ceux-ci ne vont pas céder, accepter de maintenir ce prix-là. Il fallait donc qu'il y ait une espèce d'augmentation, fût-elle légère. Parce que quand on dit de passer de 14 francs à 16 francs, il n'y a pratiquement que 2 francs d'augmenter. Déjà, même qu'on ne payait pas le prix de 14 francs, très souvent, vous savez très bien que dans le transport, les week-ends, les prix sont élevés, mais lundi, mardi et mercredi, il y a comme une chute drastique des prix. C'est-à-dire, si vous quittez par exemple d'ici pour Bouddha, Douala Bouddha, vous payerez pratiquement 2000-2500 francs, alors qu'en week-end, vous payez pratiquement le prix réel. C'est-à-dire que c'est en week-end qu'il essaie de compenser le manque à gagner du lundi, mardi et mercredi.
Or, il fallait au moins qu'on conserve, on monte à 2 francs pour qu'ils puissent au moins voir une sorte d'élévation du prix pour soutenir ce carburant-là. Il ne faut quand même pas faire perdre quelque chose aux gens sans compensation quand même. Donc, voilà ma posture quand il y a eu débat. Et j'ose croire que le ministre va comprendre qu'au moins 1 franc, il faut augmenter au moins. Justement, j'allais vous demander, à ce niveau, qu'attendez-vous du gouvernement? Qu'est-ce que vous attendez qu'il fasse? Non, nous pensons que ce serait injuste de conserver les 14 francs le kilomètre. Ce serait injuste. D'ailleurs, vous savez, les travailleurs du monde formel, les patrons du monde formel aiment fuir le débat. Ils ne sont jamais en salle quand on les appelle. Vous ne savez pas pourquoi ils fuient. Pourtant, on est en dialogue social. Je ne sais pas s'ils ont des intérêts particuliers qu'ils évitent pratiquement, c'est pour ça qu'ils évitent le gouvernement. Mais nous, quand même, qui sommes du monde indépendant, nous n'avons pas d'état d'âme. Nous disons exactement ce qu'il faut au gouvernement. Donc nous pensons qu'il faut au moins augmenter 2 francs pour le secteur interurbain de voyageurs. Alors, est-ce que vous, lorsque vous avez fait votre concertation du 2 février, c'était uniquement les syndicats? Est-ce qu'il y avait quand même une association de défense des droits des consommateurs à cette concertation? Ça se fait toujours avec les consommateurs. D'accord. Toujours avec les consommateurs. Et les associations ou l'association présente était d'accord avec vos propositions? Ils font leurs propositions, nous faisons les nôtres. Mais à la fin, c'est nous qui sommes les acteurs. Vous comprenez? C'est nous qui savons exactement ce qu'il faut pour qu'on puisse rentrer dans notre pays. C'est nous qui dépensons. Vous comprenez? On sait exact. Parce que nous ne sommes pas en train d'asphyxier le peuple camerounais. Au contraire. Parce que même les 300 francs qu'on a pris pour le taxi, on sait que dans le gré à gré, il y aura toujours une baisse du taxi. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'on ne prendra pas toujours 300 francs. Donc le prix, c'est juste un seuil. C'est pas comme si vous perdez tout le temps, monsieur Defosoke. Non, c'est pas. Écoutez. Moi, je le dis parce que je sais que les taximans, ils disent très souvent, je préfère avoir plusieurs clients qui ont des petites distances, c'est-à-dire que sur une distance où logiquement, un qui est parti du point A au point F a payé 300, lui préfère avoir 3 ou 4 qui vont prendre des petits points, 100 francs. Mais ça, c'est une préférence. Mais il n'a pas perdu vraiment, sinon au contraire, il a gagné. Écoutez, le taxi est un métier qui est pratiqué, qui relève de la fatalité. Hein. C'est-à-dire quand vous êtes en train de vous déporter, vous n'avez pas déposé les gens en route. Vous n'avez que le client que Dieu vous a permis d'avoir sur votre chemin. Donc, vous ne pouvez pas passer le temps à dire que je vais chercher les clients, je vais morceler mon parcours. Non, vous êtes là pour le plus offrant et celui que vous trouvez sur le terrain là. C'est dans l'immédiat. Quand vous n'avez pas transporté là, c'est trop tard. Donc, le taxi, quand vous avez démarré votre voiture, ne pensez pas que on joue la fatalité. C'est un commerce. Vous comprenez? Donc vous n'avez pas un client que vous avez déposé là qui vous attend, non. Fatalité, c'est un grand mot quand même. Oui, mais c'est cela, c'est la providence. Journellement, vous ne sortez jamais, vous ne savez pas ce que vous aurez en fin de soirée. Vous comprenez? Donc vous avez les clients que Dieu vous a donnés. Aussi simplement, c'est à vous maintenant simplement de manager. Et de savoir que si je suis par exemple au rond-point, moi je ne connais plus très bien Douala, pourtant j'y suis né. Si vous partez par exemple de Bepanda pour Boudandjo et qu'on vous a dit 400 francs, vous n'allez pas laisser le client à dire que je vais d'abord prendre école publique, après école publique. Ça n'a pas de sens. On comprend bien que chacun a déjà sa façon de faire pour ne pas perdre. Alors, est-ce que vous comprenez donc ceux qui estiment que vous êtes allé à cette concertation simplement pour défendre votre beefsteak? J'explique. Le gasoil augmentation 100 francs, 145 francs, super 100 francs. Le transport tout au moins nuit, jour et nuit 50 francs. Et le consommateur final, lui, qu'est-ce qu'il a? Aucune augmentation, sachant que cette augmentation-là va en chaîne. C'est-à-dire que les produits de première nécessité ont un coût supplémentaire et lui, le consommateur, il ne regarde qu'avec ses yeux. Vous êtes aussi consommateur, ce n'est pas pour dire que je vous retire de la chaîne. Merci de l'avoir dit. Vous constatez que nous sommes aussi consommateurs. Nous avons des familles. Nous avons, n'est-ce pas, des investissements à faire. Mais vous avez 50 francs de plus, nous on n'a rien. Mais nous avons 50 francs de plus dû à ce qu'il y a eu une augmentation des prix du carburant. Ce n'est qu'une compensation à l'augmentation des prix du carburant. Vous vouliez pratiquement qu'après cette augmentation, qu'on reste tranquille à souffrir tout seul. Il faut bien qu'on aille chercher la compensation quelque part. Et ça ne peut que dans la poche de nos clients, malheureusement. Vous voyez donc que celui qui paie vraiment, c'est le client, parce que mais écoutez, quelque part, vous avez une compensation, mais lui, en face, il n'a rien. Écoutez, il ne fait que... Est-ce que ce client-là,
pourquoi il ne se bat pas pour avoir une compensation lui aussi? Vous pensez que les autres ne se battent pas? Mais écoutez, nous, vous savez, je dis toujours aux Camerounais, tant que vous n'êtes pas organisé et structuré, vous n'aurez rien. Passez le temps à bavarder. Donc, nous sommes une corporation de métier. Ma fonction, c'est de défendre les intérêts de ma corporation de métier. D'abord, le reste, ça vient après. Vous comprenez? Maintenant, sous d'autres cieux, nous faisons des luttes. Parce que nous comprenons qu'en fait, pour payer même ce transport-là, ce n'est pas évident. Ça, nous le savons. La preuve n'était les transporteurs, les taximens, beaucoup d'enfants n'iraient pas à l'école. Très peu sont les enfants qui payent le prix du taxi. Mais nous savons comment on manage pour qu'ils puissent aller à l'école. Ce sont nos enfants. Donc nous faisons aussi dans le social. Mais vous n'allez pas demander que nous soyons là à réfléchir pour les autres, qui passent le temps à ne pas réfléchir. Donc vous défendez votre beefsteak. D'abord, nous sommes un syndicat. Non, ce n'est pas tant pis. La preuve, c'est que nous tenons compte de nos enfants, de vos enfants, quand nous sommes sur le terrain. Parce que nous prenons le prix, pas le prix homologué. Nous prenons plus bas. Vous ne pouvez pas le nier, Madame Doriane. Vous ne pouvez pas le nier. Que nous transportons vos enfants à petit prix. Et nous les amenons à l'école. Même quand ils deviennent commissaires, ils sont les premiers à se retourner contre nous. Bon, mais nous faisons quand même un effort. On parle des enfants. Alors, puisqu'on parle des élèves, il y a une résolution, dans les résolutions prises avec les membres du gouvernement, il y a un point non négligeable, les personnes à mobilité réduite et les élèves. Oui. Pour cette catégorie, le prix reste inchangé, c'est-à-dire avant l'augmentation, c'est-à-dire 250 francs. Oui. Est-ce, selon vous, une bonne idée? C'était déjà, nous l'appliquions déjà. Je veux bien comprendre. Maintenant, il y a cette augmentation. Est-ce que, selon vous, c'est une bonne idée, sachant que, ici, je pose la question aux chauffeurs taxi. Vous connaissez comment est-ce que ça fonctionne. Oui. Vous savez que désormais, quand il y a une personne à mobilité réduite ou un élève, ou alors peut-être on va laisser le cas des élèves, ça c'est le social, personne à mobilité réduite, elle ne va pas payer le tarif normal. Est-ce que vous serez prompte à les porter? Est-ce que ces personnes déjà ne sont pas stigmatisées, c'est un grand mot, fichées, sachant que bon, ici, si je m'arrête là, c'est pour prendre moins que ce que j'attends et j'ai besoin de ma recette. Est-ce que finalement, cette option n'est pas comme un couteau à double tranchant? Madame, je serais désolé de vous dire que le transport, c'est d'abord un commerce. Vous comprenez? C'est-à-dire que je suis pas, le transporteur n'est pas un bon samaritain. Vous comprenez? Il n'est pas là pour distribuer le monde. Il sort d'abord pour chercher sa vie à lui, pour faire un commerce qui mérite un profit. Donc maintenant, il y a des réalités de terrain. Donc c'est le terrain qui commande la manœuvre, pour parler comme des militaires. Donc quand on est pratiquement dans un environnement où il y a beaucoup de clients, par exemple. Si vous dites, par exemple, vous êtes peut-être à Dalip, et que vous dites, par exemple, Carrefour Elf, vous me payez 300. Il y a un handicapé, vous voyez bien que s'il me dit Carrefour Elf, 250, je risque de ne pas le prendre. Vous ne risquez pas, vous n'allez pas le prendre. Vous comprenez? Vous comprenez? Oui. Maintenant, mais s'il est déjà dans ma voiture, le fait qu'il soit handicapé peut m'amener à ne pas le faire sortir. Vous comprenez? Parce que quand même, je suis aussi un probable handicapé. Je peux devenir handicapé moi-même. Mais s'il est encore à l'extérieur, vous voyez bien que ma tendance, moi, sera à prendre mes 300 francs et partir. Ça me fait beaucoup plus d'argent. Mais s'il est dans ma voiture déjà, je serai obligé de l'amener parce que je ne perdrai que 50. Donc, il y a un environnement, tu te rends compte, n'est-ce pas, de tout ça dans le cours de l'activité. C'est ce que je peux dire. Mais, quoi qu'il en soit, on sort pour avoir du gain. Hélas. On sort pour avoir du gain, hélas. Et tant pis pour les autres encore. Pas tant pis. Pas tant pis. Quand vous dites tant pis, c'est comme si nous étions là, disposés à comment dirais-je là, à prendre plus qu'il n'en faut à nos compatriotes. Mais si vous constatiez que les enfants qui sont les nôtres, nous nous battions déjà comme on peut pour les amener à l'école, à bas prix, vous comprendrez que les transporteurs ne sont pas en réalité des personnes qui ne sont pas... Nous sommes altruistes. Nous sommes altruistes. Bon, ça reste à vérifier quand même, parce que là, nous sommes encore en saison sèche. Ouais. Tout se passe bien. Très souvent, en saison pluvieuse,
unilatéralement, vous augmentez les prix. Là, vous n'attendez même pas la concertation parce que vous savez que la population qui est là en route est dans le besoin. Donc, l'altruisme, je pense que c'est un peu à tête chercheuse aussi. Ou alors, c'est vous qui choisissez quand vous décidez d'être altruiste. Vous savez, madame, il y a ce qu'on appelle la loi du marché. La loi de l'offre et de la demande. Je vous ai dit que dans le transport, il y a les heures. Il y a les saisons pointe, aussi. Il y a les heures de pointe. Il y a les saisons aussi. Il y a les saisons de pointe. Et il y a les marées basses. En journée, par exemple, le matin, entre 6h et peut-être 9h, vous voyez très bien qu'il y a affluence. Mais quand on est déjà dans les 9h et 10h, 11h, les prix ne sont plus les mêmes. Donc nous tenons aussi compte du marché. Nous sommes désolés de le dire ainsi, mais ne prenez pas ça comme si nous étions pratiquement des personnes qui n'avions pas de cœur. Non, ce n'est pas vrai. Nous pensons que, et il faut le reconnaître, le lundi, mardi, mercredi dans le transport interurbain, c'est presque cadeau. Vous ne pouvez pas le nier. Maintenant, les week-ends, vous n'allez pas encore nous demander de continuer à faire le cadeau. Dans le transport urbain par taxi, aux heures de pointe, oui, on prend le prix. Maintenant, aux heures où il n'y a plus assez de clients, on fait des concessions. Donc, c'est le marché qui régule tout ça. D'accord, j'insiste là-dessus parce que le passager est votre première ressource. Si vous n'avez pas de passager, vous ne faites pas de chiffres. Donc, quand je dis tant pis pour nous, c'est parce qu'on se dit, quelque part, vous aussi, vous deviez vous dire, et eux, à la fin. C'est pour ça que je vous demandais tout à l'heure, est-ce que les associations de défense des droits de consommateurs étaient présents et est-ce qu'ils ont validé vos prix? Ils étaient présents, ils ont validé les prix. Bon, ça veut ils dire ont validé les prix. Ça veut dire donc que c'est... Bon, j'ai envie de dire, c'est entre vous. Pas entre nous. Il y a eu discussion et à la fin, on s'est convenu qu'il était bon qu'il en soit ainsi. Je vous ai dit que pour la course et le dépôt, c'est encore en discussion. Vous comprenez que ce n'était pas aisé, mais nous pensons que le dépôt devrait être 2500 francs désormais et la course à 3000 francs. Alors, si vos propositions n'avaient pas été... s'il n'y avait pas eu de concertation, du moins si vous n'aviez pas été entendu, quelle était la suite de vos actions? Mais vous parlez à un syndicaliste. Vous, le syndicat, oui. C'est pour ça que je vous pose la question, vous, au syndicat. Mais nous devions tourner le dos au gouvernement. Nous devions lui tourner le dos aussi simplement. C'est-à-dire être en porte-à-faux avec le gouvernement. Refuser qu'il en soit ainsi. On ne peut pas augmenter les prix sans qu'il y ait des mesures d'accompagnement. Ce n'est pas possible. Parce qu'il y a quelque part une compensation qu'il faut. Il y a un manque à gagner. Nous n'allons pas être là pour supporter les charges du gouvernement. Non. Si le gouvernement pense qu'il faut une augmentation des prix dans un secteur d'activité, ok, c'est le transport, qui est d'ailleurs le poumon de l'économie. Qui ne vit pas grâce au transport? Tous les travailleurs du monde se transportent vers le lieu de service, vers la recherche de l'argent. Vous comprenez? Donc, à ce moment-là, il faut forcément une compensation. Maintenant, si le gouvernement s'abstenait à augmenter les prix, à votre avis, comment pourrions-nous supporter cette augmentation? Ce serait suicidaire. Ce serait suicidaire. Vous comprenez? Parce que ce serait pratiquement sur nous que tout se bloquerait. Alors, il faut bien qu'il y ait des répercussions, ok, pour que l'activité économique reste maintenue. Maintenant, on comprend qu'il y a pratiquement un problème de pouvoir d'achat qui se pose. Vous comprenez? Maintenant, comment on pose la question du pouvoir d'achat? En termes de salaire, en termes de SMIC. Vous comprenez? Vous voulez qu'on ouvre cette partie-là? Selon vous, vraiment, ça va aider pour cette compensation-là? Mais écoutez, un SMIC à 41 000, comme j'entends dire là, ça n'irait pas. Ah, d'accord. Ça n'irait pas du tout. C'est pour ça que nous pensons qu'il faut davantage revoir le SMIC. Parce que j'entends souvent des gens penser que le SMIC, c'est une question économique. Ça n'a rien à voir avec l'économie. Ça a juste à voir avec le niveau de vie sociale. Vous comprenez? Le SMIC est quelque chose qui s'impose à partir d'une réalité sociale. Une chambre pour un célibataire, elle coûte combien? À Douala, par exemple, dans le quartier le plus infect. C'est minimum 10 000. Maintenant, il faut bien que un être humain, parce que nous avons 4 besoins fondamentaux, il faut bien que je me nourrisse. Alors quel peut être le minimum pour un homme journalier pour se nourrir?
on est à 1000 francs minimum. Ça fait 30 000 francs les 30 jours, parce que c'est un besoin incompressible. On est déjà à 40 000 francs, n'est-ce pas? Seulement pour la nutrition et l'abri. Je n'ai pas dit la maison, un abri. On est à 40 000. Alors, à un SMIC à 41 800, là. Vous comprenez donc que c'est quelqu'un qui vit dans, n'est-ce pas, la précarité la plus abominable. Donc, un SMIC à 41 800, qu'on dit d'ailleurs être soutenu par le gouvernement, ça me surprend. Pourtant, il semble que le patronat est prêt pour 60 000 francs. Donc, je suis surpris que ce soit notre gouvernement qui soutienne que le SMIC soit à 41 800. Pourtant, un bon SMIC serait avantageux pour ce gouvernement qui passerait pour être un gouvernement social. Alors, est-ce que dans vos discussions, vous avez pris en compte le fait que les prix vont toujours aller croissant? Parce que moi, depuis que je suis consciente, le taxi qui coûtait 100 francs aujourd'hui coûte 300 francs. Est-ce qu'on a pris en compte qu'on va aller croissant et forcément le pouvoir d'achat ne va pas suivre? Écoutez, le tout dans la vie n'est pas simplement d'avoir augmenté. Mais il ne faut pas augmenter ici et maintenir là-bas. Si vous avez augmenté ici, sachez que cette augmentation va toucher toute la chaîne économique. Par conséquent, il faut être en capacité d'augmenter là-bas. Et ce qui pourra permettre qu'on ait une vie agréable, c'est d'abord le SMIC, le niveau du SMIC. Parce que le SMIC, c'est le salaire, n'est-ce pas, c'est-à-dire le plus bas qui devrait exister dans une société. Et salaire conçu, pas en fonction des agrégats macroéconomiques, mais en fonction de la réalité de la vie sociale. Tel que je vous ai expliqué tout à l'heure. Il faut manger 1000 francs un jour, ça fait 30 000. Pour un célibataire, je dis bien un célibataire. Il faut prendre pratiquement, il faut une chambre. C'est 10 000 francs jour. 10 000 francs le mois. On est à 40 000. Mais quand je dis 10 000, j'étais dans un quartier le plus infect. Donc, au Cameroun, le minimum du SMIC, c'est à tout casser. C'est 70 000 francs. C'est 70 000 francs. Et maintenant, je me demande comment le Cameroun peut toujours être en train de passer de 5 000 francs à 5 000 francs. Ça nous gêne parfois quand on entend ça. On était pratiquement à 26 000. Et qu'on sort, on est passé à 36 000. Mais aujourd'hui, on passe à 41 000. Mais quand on regarde des pays qui ont, du point de vue économique, le même niveau, on les voit pratiquement caracoler dans les 75 000, 90 000, 150 000. Mais c'est quoi cette galère qu'on sème au Cameroun? Non, il me semble que si quelqu'un n'est pas en capacité de payer quelqu'un à 60 000, qu'il n'emploie pas. Qu'il n'emploie pas. Quand on travaille, c'est pour s'épanouir, madame. Alors, d'où vient-il que... Et d'ailleurs, je vais vous dire, et vous savez d'ailleurs pourquoi ils maintiennent ça? Parce que la plupart de ceux qui travaillent et touchent les 41 000, vous savez comment ils vivent? C'est s'il est par exemple gardien, vous voyez? Qu'est-ce qu'il fait? Il sait que de nuit, entre 6 heures du soir et 6 heures du matin, alors les véhicules alentours, là, voyez-vous, ils viennent garer chez lui, là, ça lui fait peut-être 300 francs par 10 voitures. Ça fait 3 000 francs. Et à condition qu'il faut qu'à 6 heures, vous ayez dégagé les voies pour que le patron ne soit pas conscient de ce qu'il a un salaire parallèle. Voyez-vous? Voilà comment on vit. C'est-à-dire qu'on vit au petit bonheur la chance. Non, ce n'est pas comme ça dans une société. Ce n'est pas comme ça. C'est-à-dire qu'on ne doit pas paupériser la population de manière qu'elle soit obligée, n'est-ce pas, de se chercher par des contours, des contorsions inimaginables pour avoir de quoi manger. Non. Si quelqu'un ne peut pas payer à 60 000, qu'il n'emploie pas. Les patrons qui ont des domestiques dans leur maison, là, sachez que le minimum pour que cette femme puisse avoir une chambre, c'est 60 000 au moins. On espère qu'on n'avait pas d'employé chez vous, hein, parce qu'on va fouiller. Mais pour avoir un emploi, il faut être capable, c'est ce que je dis. Ce sont nos épouses qui sont nos domestiques, qui sont nos ménagères. Mais même jusque-là, vous pensez que la ménagère, la dame qui est à la maison, on tient compte. On tient compte aussi. Ouais. Alors, on parlait des 11 points. Les deux premiers, vous dites que bon, le interurbain, ce n'est pas tout à fait ça. Mais qu'en est-il des 9 autres? Oui, les 9 autres, il s'est trouvé que dans les 11 revendications, le ministre du Commerce, bien que le ministre des Transports était présent, le ministre de l'Énergie était présent, le Travail et la Sécurité sociale, donc tous les départements ministériels interpellés
dans nos revendications, y compris les finances, étaient présents. Maintenant, comme la question des prix a pratiquement pris le gros du temps, et il y avait plusieurs réunions à faire, les autres ministres ont promis nous avoir avec eux dans les meilleurs délais. D'accord. Vous comprenez? Donc nous attendons, n'est-ce pas, le ministre du Travail pour la question de l'extension des conventions collectives. Okay. Vous comprenez? Nous attendons le ministre des Transports sur la question du transport clandestin. D'ailleurs, il a commencé déjà en frappant une entreprise clandestine qu'on appelle Yango. On va arriver. Ça nous fait déjà plaisir. Le ministre de l'eau et de l'énergie pour du carburant frelaté. On aura rendez-vous parce que ce carburant nous détruit les moteurs. On aura rendez-vous pour désormais être impliqué dans les décisions pour construire ce pays. Vous comprenez? On est trop mis à l'écart, pourtant nous sommes pratiquement la société civile la plus efficace. Si tant est que le chef de l'État veut qu'on l'accompagne, nous sommes vraiment ceux-là qui avons les moyens pour l'accompagner. D'accord. Une petite parenthèse. Ça va, tout va bien entre vous et le ministre des Transports maintenant? C'est la paix? Bien, il ne s'agit pas que tout aille bien. Il a des aspects du point de vue politique que nous n'apprécions pas beaucoup, mais tout ne va pas mal. D'accord. Vous comprenez? Tout ne va pas mal, mais sauf que il est partisan du tout numérique. Voyez-vous? Pourtant, il faut toujours la personne humaine. Il faut toujours l'être humain. Nous sommes à l'ère du numérique. Non, le numérique ne peut pas apporter des solutions à tout. Vous comprenez? Par exemple, la question des accidents de la circulation. Il faut investir sur la personne humaine. Mais ils vous disent par exemple que s'il y a le GPS, ça fera ci, ça fera ça. Vous voyez bien que depuis que ce GPS existe, on est toujours dans les hécatombes. Vous comprenez? Donc, il me semble, et la route que vous voyez n'est pas simplement la propriété des transporteurs professionnels, mais est aussi la propriété de tous ceux qui l'empruntent. Voyez-vous? Et vous pouvez être prudent, mais c'est quelqu'un d'un côté qui vient vous percuter. Donc, pour la question des accidents de la route, ça implique beaucoup de choses. Vous comprenez? La route même est un problème. Donc, il y a tout ça. Avec le ministre des Transports, ça va, mais on a des choses à redire. Très bien. C'était une parenthèse. Alors, tout à l'heure, vous disiez que si rien n'avait été fait par rapport à vos propositions, vous auriez tourné le dos au gouvernement. J'insiste là-dessus parce que on vous connaît beaucoup quand même, le secteur des transports, avec les grèves. Oui. Avec des grèves qui, parfois, n'ont pour effet que l'annonce. Oui. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que c'est un chantage ou est-ce que vous êtes vraiment sérieux lorsque vous annoncez que tel jour nous allons faire grève parce que nous sommes mécontents pour ci ou pour ça? Merci. Il faut déjà dire que le secteur des transports est celui qui a donné au syndicalisme camerounais ses lettres de noblesse. D'accord. Parce que cette question de tracasserie policière, qui aujourd'hui veut un peu ressurgir, a été un combat du mouvement syndical des transports en 2006. Le 12 juin 2006, nous avons fait une grève retentissante, arrêt de travail à travers le Cameroun, pour lutter contre la tracasserie policière. En 2008, nous avons fait une grève encore retentissante pour lutter contre l'augmentation des prix du carburant et une loi scélérate, un texte scélérat du délégué du gouvernement pour la communauté urbaine de Yaoundé à l'époque, M. Gilbert Timiévouna. Alors, à partir de ce moment, le gouvernement s'est dit, attendez, mais ces gens sont une menace. Et nous avons été infiltrés. Nous sommes tellement infiltrés que, c'est-à-dire, le politique a pris pratiquement le dessus dans le secteur des transports. C'est-à-dire, vous faites des rencontres avec les camarades, vous décidez ce que vous allez faire. Il y a des taupes, c'est ce que je dis. Vous décidez ce que vous allez faire, mais le samedi soir, ou bien le dimanche soir qui donne à lundi, où les défections, n'est-ce pas, se produire. Ça fait que on commence, n'est-ce pas, à aller en sens contraire, et comme on n'est plus unanime, le lendemain, ça ne donne pas. Mais il faut reconnaître que malgré cela, ça ne nous empêche pas, dans les transports, d'être toujours en train de faire pression sur le gouvernement, même si il n'y aura pas grève. On fait le maximum d'efforts
pour faire connaître nos problèmes. Vous comprenez? Et pour vous dire combien, bien qu'il y ait des taupes, ça avance parce que, vous savez, très souvent, les grèves aboutissent après ce qu'on appelle accumulation des problèmes. Voyez-vous, c'est-à-dire que les problèmes non résolus, Oui, accumulés, oui. quand ça s'amoncelle, à un moment donné, ça éclate. Et le gouvernement en est conscient. La preuve, bien qu'on ait des taupes, on a des victoires, malgré les taupes. La preuve, quand on a augmenté la visite technique, on n'a pas touché le taxi, par exemple. Vous comprenez? Quand on a augmenté la vignette, par exemple, La vignette, oui. on n'a pas touché les transports. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'il y a là-dedans, bien qu'il y ait des taupes, des gens qui ne vont pas accepter ça, qui vont se plaindre, qui vont poser le problème, qui vont dénoncer. Et le simple fait de saisir le gouvernement de manière pertinente, même s'il n'y a pas de grève, il y a que quelque part, vous les médias, vous relayez ce problème et ça devient un débat social. Vous comprenez? Parce que avec le débat public, le gouvernement se sent sous pression. Donc il n'y a pas, ne pensez pas que cette taupe-là nous empêche de travailler. Non. La preuve, c'est que vous voyez bien que, bien qu'il soit là, ça n'a pas empêché que le gouvernement comprenne qu'il faut bien discuter avec les partenaires sociaux. Parce qu'il y a toujours des personnes qui vont revendiquer, qui vont dire ce qu'ils pensent. Donc tout n'est pas mauvais. Donc, et d'ailleurs au syndicat, on a même très souvent besoin de taupes, parce qu'on n'a rien à se cacher. Est-ce que finalement, vous-même, vous n'êtes pas, en dehors des taupes, hein, les taupes sont là pour faire le travail, mais est-ce que vous n'êtes pas un peu aussi à la solde de ceux qui vous appellent pour soi-disant désamorcer la bombe? Écoutez, quand on dit... Puisque quand ils vous appellent, forcément, ils vous ont reçu toute la journée peut-être. Ils vous donnent à boire, à manger. Est-ce que finalement, ce n'est pas un peu vous acheter? Il faut que vous compreniez une chose, que les Camerounais comprennent. Nous, les syndicats, ne sommes ni les amis, ni les ennemis du gouvernement. D'accord. Il faut que cela soit clair. Maintenant, dans notre dynamique d'action, nous sommes de gauche, c'est-à-dire très proches des partis politiques d'opposition, par exemple. C'est pour ça qu'on nous étiquette, et moi particulièrement, on m'étiquette beaucoup. Vous comprenez? Mais il faut que vous compreniez que, même si aujourd'hui on a un discours proche de l'opposition, quand cette opposition sera au pouvoir, on aura un discours contre l'opposition. À ce moment-là, parce que l'opposition ne peut rien nous donner. C'est le pouvoir qui donne. Vous comprenez? C'est-à-dire quand on fait une revendication, on a un discours de revendication, qui est pratiquement très proche de l'opposition, mais en direction du pouvoir. Mais demain, quand cette opposition sera au pouvoir, peut-être qu'on sera encore plus proche de ceux qui étaient au pouvoir aujourd'hui, pour aller vers cette opposition revendiquée pour le travail. C'est ça la posture syndicale. Vous nous annoncez donc, pour dire chose. L'opposition, oui, comme pour dire que nous recevoir à table, manger, à votre avis, je suis un leader syndical. Et si je vous dis que tous les ministres de souveraineté ne me connaissent pas, c'est faux. Que je n'ai pas encore mangé avec eux, c'est faux. Tellement on se dispute qu'on devient même des amis. Vous parlez d'un gars, les Bibé, par exemple, là, à qui je ne fais pas de cadeau. Vous comprenez? Mais ça n'empêche pas qu'on se rencontre. Parce qu'il estime que je suis pertinent. Mais ça ne veut pas dire que quand on va augmenter, par exemple, les prix des carburants, je vais me taire parce qu'il est mon ami. C'est pour ça que je dis, s'il n'y avait pas des mesures d'accompagnement, d'ailleurs, ce n'est pas suffisant. Je vous ai dit que le prix n'est que la partie visible de l'iceberg. Les vrais problèmes que nous voulons sont la suite des revendications là. C'est pour ça que ce jour, nous avons dit au gouvernement que nous voulions avoir le ministre de la police en face, parce qu'on a des choses à lui dire. Vous comprenez? On veut avoir le ministre de la gendarmerie en face. On a des choses à lui dire. Le ministre des Finances, on le veut. Parce qu'on doit on doit échanger. Vous comprenez? Aujourd'hui, par exemple, la question des assurances, ça passe pour être très cher. Il faut en discuter. On est passé de... On ne peut pas payer un mois d'assurance, on paye 30... Non. Avec ces augmentations, il faut qu'on revoie tout ça. Donc, il y a des choses qu'on doit faire pour essayer de permettre que nos camarades puissent vivre dans les conditions les meilleures. Décemment. Voilà.
ils vous ont quand même prêté oreille favorable. Vous avez programmé les autres concertations avec les ministères spécifiques. Bien sûr, c'est-à-dire les transports. C'est bientôt, il a déjà commencé. Vous avez vu sa mesure là, qui est une mesure favorable, qui nous plaît. Maintenant, on attend et bon, je profite aussi pour adresser mes condoléances au DGSN qui a perdu sa fille. Si je m'en tiens à ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, il a perdu sa fille, je lui adresse mes condoléances, n'est-ce pas, immédiatement. Et quand je l'aurai fait, ce n'est pas, on dira que je suis son ami. Non, c'est quand même mon ministre avec qui j'ai l'obligation de dialoguer et d'échanger. D'accord, ça n'empêche pas de relever ce qui vous inconforte. Alors, un autre point que j'aimerais relever, est-ce que toujours dans les dysfonctionnements de ce que je peux appeler dysfonctionnement dans votre secteur, est-ce que vous n'êtes pas aussi à l'origine de vos propres turpitudes? Je dis cela par rapport à la qu'est-ce qu'on dit? À vos multiples syndicats. Oui. C'est facile comme ça. Oui. Il y a un syndicat des transports. Oui. Est-ce que le fait d'être aussi émietté n'est pas déjà un problème pour vous-même? C'est vrai. C'est un réel problème. Vous comprenez, madame? Parce que on a abouti à avoir des gens qui seuls ont 5 syndicats. Voilà. Seul il a 5 syndicats. Vous vous demandez comment? Par quelle magie? Finalement, donc ça vient créer un désordre. Chacun vous veut comprenez? manger. Toutefois, madame, je vais vous dire, le nombre, personnellement, ne m'émeut pas. C'est que cette revendication, vous comprenez, madame, notre mouvement syndical l'aurait fait sans tous les autres. Parce que vous serez 1000 contre nous, que quand nous avons la certitude que la revendication, si elle est juste, nous la faisons. Dans le cadre de mon mouvement syndical, je vais poser et je vais appeler à la grève. Vous comprenez, madame? Nous l'avons déjà fait. Donc, le nombre n'est pas le problème. Pour nous, c'est le débat public qu'il faut être en capacité de susciter. Vous comprenez, madame? Il faut être en capacité de démontrer qu'ici, il y a un problème. Parce que si je veux m'en tenir au syndicat, je serai noyauté par les taux, par exemple, et ça m'oblige parfois à me taire. Non, je ne me tais pas. Parce que j'ai la chance d'avoir les relais, que sont les médias. Vous comprenez? Quand vous avez les médias et que la problématique que vous soulevez est pertinente, vous vous faites entendre. Vous comprenez? Parce que la question, par exemple, des visites techniques qu'on n'a pas augmenté, on aurait augmenté que ça n'aurait pas gêné d'autres. Mais ils savent que dans tout ce monde-là, il y a des personnes qui vont poser le problème, qui vont dénoncer, qui vont attirer l'attention. Et ça amène à avoir des réserves. Donc, on ne faut pas s'embarrasser, n'est-ce pas, des taupes, du nombre. Non, le vrai problème, c'est la pertinence du problème posé. Une fois que vous l'avez, et vous êtes en capacité de mieux expliquer les raisons pour lesquelles vous vous plaignez, non, le discours passe. Et quand le discours passe, vous comprenez, le gouvernement a des services qui écoutent aussi, des services parallèles de renseignement pour savoir si, de fil en aiguille, l'idée qu'on est en train de faire passer prend du terrain. Vous comprenez? Je vous ai dit que les grèves ne ressuscitent pas d'un coup. Il faut que les problèmes s'amoncellent. Vous comprenez? Et c'est les techniques qu'il faudra utiliser pour rester confiant et croire en la lutte. Maintenant, il faut être sûr que tu es pertinent dans ta revendication et que tu n'es pas complaisant. Tu n'es pas calomniateur. Autant de choses. Donc, je ne me plains pas du nombre. Je ne me plains pas des taupes. Chacun fait son boulot. Ce qui m'intéresse, c'est les problèmes qui peuvent permettre à notre corporation de métier de s'améliorer. D'accord. Le nombre ne vous dérange pas. Oui. Alors, moi, qui viens de m'engager dans ce secteur d'activité-là, Oui. comment je fais pour savoir quelle est la bonne porte? Parce qu'à un moment donné, il est important, quand on est dans une corporation, d'être syndiqué. Oui. Je frappe à quelle porte? Quand j'ai 150 syndicats devant moi, je vais où? Sachant que chacun va défendre un peu sa chapelle. Comment être sûr que
là où je décide d'adhérer, mes droits seront défendus convenablement. Comment vous avez fait pour m'inviter, Madame Doriane? Je suis sûr que vous avez fouillé d'entre toute cette pléthore-là. C'est ma stratégie à moi. Écoutez, toute cette pléthore-là, vous a dit, voici quelqu'un qui peut répondre au profil du syndicaliste que je recherche. Vous savez, il y va du syndicat comme des églises, hein, et comme des partis politiques. Vous n'allez pas me dire que sur les 350 partis politiques qu'il y a au Cameroun, il n'y a pas un parti politique. Maintenant, c'est à vous d'avoir les yeux pour voir et les oreilles pour entendre, comme il est écrit. Vous comprenez, madame? Donc, il n'est pas question que je sois là en train de faire le combat contre tel. Non, pas le combat. Vous avez aussi un devoir de formation. Mais justement, madame. Est-ce que c'est pour ça que j'ai pris le cas, celui qui s'engage dans ce secteur. Très bien. Il frappe à quelle porte? Parce qu'il est nouveau. Mais écoute, je vous ai dit, il y a des églises nombreuses. Mais c'est à vous maintenant. Est-ce que si on s'en tient à l'église, c'est un témoignage? Il va y avoir des témoignages. Vous savez, l'être humain ne peut pas être catalogué. Oui. En revanche, il a le droit et la possibilité d'apprécier la multitude qu'il y a devant lui. Moi qui vous parle, à Yaoundé par exemple, j'ai un média à travers lequel je me répands tous les matins en termes d'éducation, de formation ouvrière. Maintenant, si vous êtes 10 000 taximens ou bien 10 000 transporteurs qui me suivez chaque jour, pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, et vous ne vous syndiquez pas, qu'est-ce que je fais? Vous êtes un peu un pasteur dans le syndicat. Mais écoutez, vous savez d'ailleurs que le syndicalisme est un sacerdoce, hein? Il faut le dire. Si vous n'avez pas un cœur à donner, vous ne pouvez pas être syndicaliste dans un pays comme le Cameroun où on fait tout pour nous empêcher d'exister. Vous comprenez? Nous, on vit au petit bonheur la chance. C'est-à-dire que l'effort même du gouvernement est de voir dans quelle mesure nous priver de moyens de pouvoir vivre. Son effort. Donc, si un taximan, un chauffeur interurbain, un mototaximan ne sait pas que va le bon syndicat, c'est qu'il ne veut pas accéder. D'ailleurs, n'importe qui ne va pas au syndicat, la plupart des délinquants n'aiment pas le syndicat. Ne va au syndicat que c'est quelqu'un qui est conscient de ce que j'ai quelque chose à donner pour mon métier. Les délinquants n'aiment pas nous voir. Vous comprenez? Ceux qui n'ont pas les papiers, ceux qui sont pratiquement mal élevés, parce que si tu m'abordes, parce que notre syndicat est d'ailleurs sélectif, et que nous ne sommes pas là pour prendre le tout venant, non. Quand vous venez à nous, moi je vous psychanalyse, j'échange avec vous, et je vous amène. D'abord, vous devez être très bien vêtu quand vous allez travailler. Vous ne pouvez pas venir dans notre syndicat en haillons, ou bien conduire au taxi en haillons, ou bien conduire... Non, je t'apprends à être bien vêtu, à être bien tenu. Vous comprenez? Parce que je vais te donner des armes citoyennes pour t'intégrer en société. Vous faites bien de parler de ce point-là, ça rentre dans la question suivante. Loin de la paperasse, est-ce qu'il y a des critères ou alors des conditions pour dire « oui, je suis un taxi urbain ». Quand je parle de conditions ou critères, le véhicule en lui-même, la propreté interne et externe, et même la propreté du conducteur. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas des critères pour cela, ou rien n'est fait si chacun qui fait comme il veut à ce niveau-là? À la vérité, pour être taximan, ou bien même transporteur, il faut être un gentleman. D'accord. Quand on a dit gentleman, ça veut dire quelqu'un qui a le savoir-vivre. Et quand on a le savoir-vivre, on est propre. On sait échanger avec l'autre. On sait être tolérant. Vous comprenez? Mais maintenant, quand vous avez eu tout ça, il faut maintenant que l'État puisse vous accompagner dans cette dynamique-là. Je vais prendre un exemple. Quand la CAN arrive, la Coupe d'Afrique des Nations arrive au Cameroun, nous proposons au gouvernement, on s'entend avec le maire de la ville de Yaoundé pour qu'on puisse essayer de rafraîchir, n'est-ce pas, les taxis. Voyez-vous, avoir de beaux taxis. Ça a un coût. Maintenant, on lui dit, ok, il faut que nous profitions de la CAN pour faire en sorte qu'il y ait une différence entre les beaux taxis et les vieux taxis. Comme ça, si on donne un marché potentiel aux bons taxis, vous comprenez? Ça fera qu'ils vont faire des émules. Vous comprenez? Ça fera qu'on va désormais chercher à leur ressembler et ça va pratiquement changer le décor urbain. Réponse nulle. Vous savez qu'aujourd'hui au Cameroun,
Vous connaissez ceux qui transportent dans les hôtels UP? C'est les clandestins. Dans les aéroports, les clandestins. C'est-à-dire que tous les endroits où il y a de l'argent, c'est les clandestins. On refuse aux taximens d'entrer dans les services publics. Pourquoi? Or, le fait de leur réserver un certain marché, de permettre qu'ils puissent se transporter au Sawa Novotel, sans publicité bien sûr, qu'ils soient dans les hôtels UP, fera qu'il est obligé de se nettoyer. Il est obligé, il est contraint. Vous comprenez? Mais quand vous lui fermez la porte des endroits où se trouvent les moyens de refaire son véhicule, mais vous lui demandez d'être très beau, très propre, pour porter qui? Pour faire le ramassage? Pour faire seulement le ramassage? C'est pas mauvais aussi. Écoutez, Il va du confort du client. nous sommes d'accord. Le confort a un coût. Vous comprenez? Même là, il ne faut pas le cantonner à une certaine clientèle, en réservant notre clientèle à des clandestins. Même dans le ramassage, il y a un coût. Le client paye déjà le coût. Pourquoi est-ce qu'il doit être inconfortable? Je suis avec vous, hein, madame. Je suis avec vous, je suis d'accord. Mais je dis, une société ne se construit pas sur la base, n'est-ce pas, des décrets. Vous comprenez? Mais quel est l'effort que lui-même le taximan fait? Parce que je veux dire, la propreté, c'est la base. Et le problème, voilà. S'il faut rentrer dans un taxi et tout le long du trajet, être dans une odeur de sueur venant du taximan, oui, c'est un problème. Ça veut dire que lui-même, il est sale. Est-ce que là, c'est le gouvernement qui devrait venir lui dire, lavez-vous, mettez de beaux vêtements, je vais vous dire, madame, obligé d'être chic, je vais vous dire, madame, propre. Pour être taximan, il faut avoir ce qu'on appelle le certificat de capacité. Oui. Combien d'entre eux, là, dans la ville aujourd'hui, ont ce document? N'importe qui est taximan aujourd'hui. Pourtant, c'est un métier que nous voulons réserver. Maintenant, quand nous disons au gouvernement, faisons tout pour que pour être taximan, que tu aies au moins un badge d'identification. Et ce badge d'identification, tu l'obtiens au syndicat. Ça fait que quoi? Nous qui sommes les dépositaires de cette activité, ça crée une proximité. Vous comprenez, madame? Parce que le badge n'est pas la syndicalisation. Mais c'est un moyen de les rapprocher de nous pour qu'on profite même pour procéder à ce qu'on appelle les séances d'éducation ouvrière. Le gouvernement nous ferme la porte. Donc, dans le cadre de la structuration du métier, il n'y a pas un dialogue franc entre le gouvernement et les syndicats. C'est ça le problème. Mais chaque fois qu'il y a un problème, on nous jette la pierre. Quand il y a un accident, on nous jette la pierre. Autant. Et d'ailleurs, je vais vous dire qu'un des problèmes qu'on avait, le ministre Gary, par exemple, c'est que dans la question de la lutte contre les accidents de la route, les syndicats sont très moins impliqués. Nous sommes très moins impliqués. Pourtant, nous avons des solutions à cette question-là. Mais il s'en tient seulement au numérique, par exemple. Mais est-ce que vous l'avez approché? Est-ce que vous avez même envoyé ces solutions? Quand vous avez fini d'écrire 1000 lettres, sans réponse, à un moment donné, pour calmer. Beaucoup conduisent sans permis correspondant. C'est-à-dire qu'il doit conduire un transport interurbain, un coaster avec un permis D. Oui, mais il a un permis D. Mais il a un permis B. Or, le permis D est un permis qui est sous-jacent à une notion. Parce que tu transportes des êtres humains. Le permis C est un permis qui est sous-jacent à une notion. Parce que tu transportes le macabo, tu transportes le savon, qui est un produit qu'on peut remplacer. Or, avec l'être humain est irremplaçable. Vous ne devez donc pas avoir le même comportement sur la voie publique. Nombreux ont des permis sans être même passés par l'auto-école. Nombreux. Donc, il y a comme ça. Et vous savez qu'il existe un comité national de prévention de la sécurité routière qui n'a jamais siégé. Comment? Comment ça n'a jamais siégé? Vous comprenez donc que la sécurité routière est exclusive au ministère des Transports. Ce qui pose un problème. Pourtant, en termes de sécurité routière, il y a beaucoup de partenaires, il y a beaucoup d'acteurs. L'auto-école doit s'asseoir. Les syndicats doivent s'asseoir. Les assureurs doivent s'asseoir. La police, la gendarmerie, le ministère des Transports. Vous comprenez? Les patrons d'entreprise, les travailleurs. C'est nous là qui devons nous asseoir et convenir d'un modus operandi. Comment on opère désormais? Comment on travaille désormais? Mais si c'est votre propriété,
Et quand nous faisons Douala Yaoundé, on voit des personnes au visage patibulaire versées en route. Et entre Douala et Edé, vous les voyez là plein en route, disent qu'ils font la prévention routière. Et parfois vous les regardez, il n'a même pas un permis de conduire lui-même. Alors, tu n'as pas de permis de conduire, comment tu fais la prévention routière? D'où te sort, n'est-ce pas, le nécessaire pour me questionner? Donc, autant, voilà par exemple des choses que nous reprochons au ministre. Vous comprenez? Bon, nous osons croire qu'on finira par y arriver. Il faut quand même que ces institutions siègent. Les institutions ne sont pas créées pour rien. C'est pour échanger et aboutir à... Vous savez que la sécurité routière est du domaine de la loi en France, par exemple. C'est-à-dire qu'on légifère sur la prévention routière. De manière que l'Assemblée dit, sur les départementales, désormais, c'est 80 km à l'heure. C'est l'Assemblée qui décide. Vous passez outre, c'est la prison. Mais si on est complaisant, faites de la complaisance. Donc, nous pensons que les revendications que nous avons formulées doivent être résolues. Sinon, si on veut seulement penser que c'est l'augmentation là qui sont notre problème, c'est faux. C'est faux parce que l'augmentation des prix, on nous a donné de la main droite et on peut récupérer de la main gauche. C'est pour ça qu'il faut travailler les questions de la police, nos relations avec la police. Ça se passe comment? Vous comprenez? Mais je vous dis, nous vivons le martyre avec la police. Aujourd'hui, la plupart des commissaires de police se sont accoquinés avec les maires d'arrondissement. Bon, ils ne sont pas là pour se défendre. Parlons de... Vous êtes là. J'aimerais quand même qu'on s'arrête un peu sur le badge d'identification. Oui. Je n'ai pas bien compris. Qu'est-ce que vous demandez exactement? Que désormais ce soit les syndicats qui les produisent ou qu'on les retire complètement des taxis, ou que ce ne soit plus fait par le ministre des Transports. Écoutez, d'ailleurs, quand le ministre des Transports veut faire le badge, est-ce qu'il a qualité de le faire? C'est comme chez vous les journalistes. Hein? Est-ce que vous savez qu'en fait votre badge, ou bien votre carte professionnelle, devait être délivrée par votre syndicat? On a une carte syndicale. C'est une chose. La carte syndicale est une chose. Mais la carte de journaliste, de presse, oui, devait être délivrée par les journalistes, par vous-même. C'est vous qui deviez savoir que telle a qualité. Mais au Cameroun, c'est une structure mise sur pied par l'État. C'est anti-syndical. Pourtant, le gouvernement a ratifié la Convention 98. Vous comprenez? Donc maintenant, vous savez, lorsqu'on veut vous donner une carte de presse, on vous identifie, non? Jusqu'au numéro de téléphone. Est-ce que vous savez que par ce numéro de téléphone, on peut vous démobiliser quand il y a un appel à la grève? C'est possible. Ce n'est pas à l'État d'identifier le travailleur. C'est à leur syndicat. Mais si le travailleur ne veut pas être syndiqué? Écoutez, merci bien pour cette remarque. Si le Camerounais ne veut pas aller au vote pour voter son chef d'État, qu'est-ce qu'on fait? Celui qui a été voté à 15%, il n'est pas chef d'État. Le chef d'État, n'est-ce pas? Maintenant, s'il est reconnu par l'OIT que les syndicats sont les seuls interlocuteurs du gouvernement en termes de travail, alors une fois que nous avons décidé avec le gouvernement, pourquoi venez-vous me dire que tel travail n'est pas syndiqué? Il doit simplement céder à l'entente qu'il y a eu entre le gouvernement et les syndicats. C'est nous qui sommes là pour défendre leurs intérêts, avec eux ou sans eux. La preuve, quand nous nous battons pour qu'il y ait augmentation des prix, ils ne sont pas 1000 qui sont syndiqués. Hein. Tous vont profiter, n'est-ce pas? À ce moment-là, on connaît les syndicats, ils sont syndiqués. Pourquoi est-ce qu'on ne réserve pas cette augmentation aux seules personnes syndiquées? Pourquoi ceux qui ne sont pas syndiqués doivent bénéficier de ça? Pourquoi on nous oppose très souvent cet argument-là? C'est un argument fallacieux. Il y a deux acteurs qui ont mission de construire le monde. Avec vous ou sans vous. Les hommes politiques. Quand il y a élection, si vous n'y allez pas, ceux qui vont, ils gagnent. Même s'il a gagné avec 15%, il est président et on se soumet. Maintenant, au syndicat, il faut qu'il en ait. Il ne faut donc pas que les hommes politiques viennent nous opposer. C'est eux qui nous opposent ça. Avec eux, ça passe, mais avec nous, ils estiment que non. Comme il n'est pas syndiqué, il n'est pas obligé d'obéir à la volonté syndicale. Non, c'est fallacieux. Donc, il y a les syndicats qui ont mission de défendre les intérêts des travailleurs. Une fois qu'il y a eu entre le gouvernement et les travailleurs une convention ou bien un accord, cet accord est appliqué à tout le monde.
que vous soyez syndiqué ou non. La preuve, quand on augmente les prix, comme je viens de dire, ça bénéficie à tout le monde. Oui, tout le monde subit. Alors, mais est-ce que c'est un réel problème si c'est le ministère des Transports qui établit ces badges? La question, je pense davantage à l'identification et à la sécurité du passager. Je veux dire, si sur ce point, vous ne vous mettez pas ensemble, déjà que ce badge qui était obligatoire avant, aujourd'hui ne l'est plus. Donc, même le passager qui entre dans un taxi ne se sent pas toujours en sécurité. À une certaine époque, on entrait, on relevait rapidement le nom et le numéro du badge. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Ouais. À ce niveau-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Écoutez, madame, il n'est pas bon qu'on quitte Douala à 8 h du matin. On arrive à Yaoundé à midi et à 13 h, on est au volant d'un taxi. Quand on a commis une insécurité, c'est tout de suite sur nous qu'on jette la pierre. Par conséquent, donner à César ce qui appartient à César. Nous disons, on ne rejette pas complètement le ministère des Transports, mais nous pouvons au moins se collecter. C'est-à-dire que le taximan, tu veux être taximan à Yaoundé, tu passes par le syndicat de ton choix. Maintenant, le syndicat, là, il y a une proximité entre toi et ce syndicat qui t'accueille. Et maintenant, se rassure que tu as le droit d'accéder à la profession. Vous comprenez? Une fois que tu as le droit d'accéder à la profession, alors je t'identifie, je prends des informations sur toi. Parce que toi que j'identifie en tant que membre de ma corporation de métier, j'ai une obligation de te défendre. C'est-à-dire que si d'aventure, dans ton activité, quelqu'un par exemple te dérange en disant par exemple que j'ai été agressé dans un taxi qui avait le numéro 1700, matricule 1700. Ok, la police n'ira pas directement vers toi, mais ira au fichier central des badges et dire le 1700 là, il sort d'où? On dit il sort du Sinestère. La police vient au Sinestère. Il me dit nous recherchons le badge 1700 parce qu'il y a eu un coup dans ce taxi là. Qu'est-ce que je fais? En tant que protecteur de l'activité, je fais venir ce travailleur. Il m'approche et je lui pose des questions sur ce que j'ai repassé. Je suis partenaire de la police. Vous êtes accusé d'avoir fait ci, ça, ou bien tel a oublié son sac avec des objets précieux tel jour dans votre taxi. Est-ce que vous avez ce sac par devant vous? Non, je n'ai jamais vu ce sac. C'est vrai ce que tu dis, parce que la police est ici à ta recherche. Je le dis parce que si tu as ce sac, tu me le remets, et je saurai comment peut-être assurer ta défense, parce que j'ai le droit d'être en justice. Je saurai peut-être comment mettre mon expertise pour t'éviter, n'est-ce pas, certaines turpitudes. Alors, le ministère pense que désormais c'est lui qui va le faire. Non, c'est pas ça. Vous comprenez? Parce que cela, quand il est par exemple chez nous, vous comprenez? Quand on a su à la fin que peut-être, si tu ne cèdes pas et que tu es un bandit, on te récupère. Et à partir de là, tu es fiché à notre niveau. Nous te faisons partir du transport urbain. Tu ne seras plus jamais taximan. Vous comprenez donc que nous sommes impliqués dans l'activité et nous sommes responsables de nos camarades et nous répondons d'eux. Et ça nous amène à être obligés d'être en activité pour leur donner les armes citoyennes pour entrer en République. Mais quand on veut pratiquement faire en sorte qu'il n'y ait plus de contact entre nous, alors, et demain vous viendrez nous donner, nous demander des responsabilités, et il en va de même pour les mototaximens. Vous savez que pour ces gens, ils souffrent de ce que le décret qui encadre leur activité est un mauvais décret. Expliquez-nous. C'est un décret qui avait été conçu pour le mototaximens de Douala et de Yaoundé. Je vais vous dire, le décret des mototaximens demande que pour le mototaximens, tu dois avoir la visite technique. Oui. Vous comprenez? Le permis A. Le permis A, c'est évident. Mais je prends par exemple un document qui est demandé, mais qu'on ne retrouve pas partout sur le territoire. La visite technique. Oui. Vous avez des centres de visite technique à Yaoundé, Douala, Kribi, Ebolova, Bafoussam. Est-ce qu'il y en a à Akwaya? Vous connaissez Akwaya? Pour arriver à Akwaya, il faut passer par le Nigeria pour rentrer au Cameroun. Est-ce qu'il y a un centre de visite technique en Vomeka? Est-ce qu'il y a un centre de visite technique à Photocol? Vous connaissez Photocol au moins? Il y en a là-bas. Mais dans le décret... Donc il n'y a pas de centre technique à Bamendou? Par exemple. Non, Bamendou même, à Tchang, il y en a. Bon, je dis Il Bamendou. peut aller à Tchang, il peut aller à Bafoussam. Mais je parle de Photocol.
C'est-à-dire que je prends les extrémités pour vous faire comprendre le drame qu'ils vivent là-bas. Mais quand le décret l'a déjà dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as beau avoir le permis, la carte grise, l'assurance, tous les documents requis. Tant que tu n'as pas la visite technique, ça annule tout le reste. Et tu restes là. Ils subissent Tu restes la proie ouais. du gendarme et du policier. Tu travailles toute la vie à les nourrir. Parce que ce décret n'a pas été conçu en tenant compte des réalités locales. Mais quand nous disons ça au gouvernement, on n'est pas écouté. Et ça crée des frustrations. Vous comprenez? Donc il y a un certain nombre de choses comme ça qui nécessitent qu'il y ait une permanence de dialogue entre syndicats et gouvernement pour mieux construire ce pays dans l'intérêt de tout le monde. Quand vous les voyez par exemple, je leur dis très souvent, remettez les motards au syndicat et ils seront tous immatriculés. Je vous dis, demain ils seront tous immatriculés. Remettez-les nous. Parce que le maire n'a pas qualité d'encadrer les travailleurs. Ce n'est pas son rôle. Malheureusement, on vous dit que c'est les maires qui doivent organiser les motards. Pourquoi? C'est des hommes politiques qui sont là simplement pour chercher le bétail, avoir le bétail électoral. Non, c'est ça le problème. Il faut que je le dise. Les mototaxis sont dans la cité. Vous avez l'occasion de m'avoir sur ce plateau et il me faut parfois être un peu dur pour que ça change un peu. Oui, vous pouvez être dur, mais les mototaximens, ce n'est que le bétail politique. Écoute, madame, ils gèrent quand même la cité. Nous sommes dans cet endroit-là. Oui. Combien de motos sont immatriculées? Pourquoi? Ça doit être le préalable. Et le jour où ces motos seront immatriculées, finit la délinquance. Finit la délinquance. Ils le sont parce qu'ils ne sont pas, ils sont anonymes. Mais tous les taxis ne sont pas immatriculés aussi. Combien de taxis ne sont pas immatriculés? Il y a quand même, même si la grande majorité est immatriculée, il y a beaucoup de délinquance aussi, il y a beaucoup de criminalité aussi dans les taxis. Madame, je vous ai dit par exemple que les badges n'existent plus. Le taxi appartient à monsieur tout le monde. Pas parce que les solutions ont manqué, mais parce qu'il y a eu une absence, n'est-ce pas, de prise en compte des doléances des syndicats. Ils sont au syndicat. Vous avez dit, si on vous remet les mototaxis, ils seront ordonnés. Les taximans sont chez vous, mais ils ne sont pas aussi ordonnés que ça. Ils ne sont même pas chez nous. Ils ne sont pas chez nous. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, c'est pratiquement un des ordres. Et la plaque d'immatriculation pour le taxi, c'est la voiture. Les voitures sont immatriculées. C'est peut-être ça au moins. Parce que vous savez, quand vous êtes immatriculé, on vous repère facilement. Oui. Parce que dans chaque immatriculation, il y a un nom. Voyez-vous? Alors, comment est-ce que dans un pays comme le Cameroun, les motards-simènes, dans toute la République, ne sont pas immatriculés? Pourquoi? Pourquoi? Ça devait être un préalable. Mais vous voyez, les maires, ils sont là, ils leur vendent l'impôt libératoire, ils vous disent que je veux. Non, attendez, ça va dans tous les sens. Et il me semble il est temps qu'on s'assoie pour remettre, n'est-ce pas, aux syndicats la place qui est la leur dans le Cameroun. Alors, je vais encore revenir sur le confort. Je suis passager du taxi, donc je vais revenir un peu sur le confort des consommateurs. Est-ce que je vous vois vous battre beaucoup pour vos confrères? Dans ce débat-là, vous avez dit tout à l'heure, pour refaire un taxi, le rendre propre et beau, ça a des coûts. Tout à fait. Alors, moi qui rentre dans le taxi et je sors avec ma robe déchirée oui. ou mouillée parce qu'on est en saison pluvieuse, le coût revient à qui, sachant que j'ai payé mes frais de taxi? Est-ce que quelque part, lui aussi taximan, quel est son effort pour améliorer son outil de travail? Non, le coût revient au taximan. Ça revient au taximan. Très bien. Donc, en fait, je ne peux pas donner la prime, n'est-ce pas, à la saleté. Passez-moi l'expression. Un taximan, je vous ai dit, c'est un gentleman. C'est un métier réservé. Parce que c'est le miroir de la cité, le taximan. Vous comprenez, madame? Lorsqu'un étranger arrive au Cameroun, c'est à travers le taximan qu'il commence à lire la société camerounaise. Donc, un vrai taximan devait pratiquement être celui-là qui apaise la clientèle. Ouais. Il y en a qui disent souvent, je n'aime pas communiquer. Quand j'étais en permanence au volant, madame, il y a des personnes, quand ils entraient dans mon taxi, ils ne voulaient plus sortir. Parce que je savais exactement à quelle heure il faut mettre l'information, aller sur RFI, à quelle heure aller sur BBC, à quelle heure aller sur CRTV, à quelle heure aller par exemple sur telle radio. Vous comprenez? C'est-à-dire que je cherchais les émissions phares. Quand vous n'avez plus envie de sortir. Et quand vous échangez avec moi, vous comprenez? Vous sentiez que ça, c'est un gentleman. On ne parle pas au chauffeur quand il est en train de conduire. Non, écoutez, le taxi dans la ville ne va pas à une vitesse qui l'empêche d'échanger.
Voilà une autre réalité. Ça, le taxi est à moins de 60 km/h dans le centre urbain. À tous les coups, il va par à coups d'ailleurs. C'est-à-dire qu'à tous les coups, il s'arrête pour essayer, n'est-ce pas, d'échanger. On échange. Vous savez, le taxi, c'est une maison. Hein. C'est votre maison. Quand vous y entrez, il faut quand même que vous sachiez que ici, je reçois au moins 250 personnes jour. Et d'ailleurs, il n'y a personne qui a des relations que le taximan. Vous êtes très informé. Alors, vous avez parlé tout à l'heure des clandestins, mais j'ai l'impression que vous protégez certains clandestins et pas d'autres. Vous avez parlé de ceux qui sont dans les aéroports, devant les hôtels, mais vous êtes très ferme quand il faut frapper Yango. Oui. Est-ce que finalement c'est du 2 poids 2 mesures? Ça veut dire que certains sont mieux clandestins que d'autres? Nous ne sommes pas... Nous disons ceci. Tout le monde a droit d'exercer l'activité, à condition d'avoir les documents requis. Sinon, c'est du 2 poids 2 mesures. Maintenant, on ne peut pas être prompt à demander à nos camarades d'avoir les papiers d'abord, avant de conduire, et accepter que quelqu'un qui n'a aucune adresse, on ne sait où le trouver, il n'a pas de voiture, il n'a aucun risque de commerce, mais 10 mois après, on le voit, il a pratiquement pour lui seul tous les meilleurs clients de la ville parce qu'on dit qu'il a créé, n'est-ce pas, un cadre sécuritaire pour la clientèle. Lequel cadre, nous-mêmes, nous pouvions offrir à nos concitoyens. Maintenant, il ne paye aucun papier. Alors, vous pensez donc que nous qui faisons les efforts de nourrir l'économie camerounaise, on doit rester tranquille pour le laisser faire. Et on l'a même d'ailleurs laissé faire. Vous comprenez? Et voilà que jusqu'à ce jour, il n'a pas franchi d'un iota le pas qu'on voulait qu'il fasse. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'autre jour, en réunion, quand on a soulevé ce problème, le ministre des Transports s'est senti pratiquement offusqué. Vous comprenez? Parce que le ministre leur a donné le local. D'ailleurs, il ne devait même pas les recevoir. Parce que pour qu'un ministre vous reçoive, vous devez être dans la légalité. Mais il a réussi à recevoir des clandestins et il leur a même donné la possibilité de se conformer. Et plus d'un an après, pas du tout. Il profite simplement, mais ne contribue en rien à l'essor de l'économie camerounaise. Pour ceux qui sont les hôtels, moi je dis, d'abord, le patron des ADC, les patrons des hôtels, qui réservent le marché, le bon marché à certaines personnes, sont en train de faire ce qu'on appelle la discrimination en milieu de travail. Parce qu'il n'y a pas de raison que le directeur d'un hôtel puisse réserver son hôtel à certaines personnes qui seules ont la priorité de transporter là-bas. C'est de la discrimination. Parce qu'on doit être objectif dans le monde du travail. Si vous avez ouvert un hôtel et que vous voulez pratiquement des clients spéciaux, alors donnez des critères. Vous comprenez? Donnez des critères que si moi, je remplis, j'ai le droit de venir transporter chez vous. Mais si vous commencez, parce qu'il y a par exemple des agents de voyage, il y a le chef d'agence, il a pratiquement une liste de 60 voitures à qui il a réservé son espace. Et chaque taximan qui transporte là-bas lui verse une somme d'argent à la fin du mois. Oui. Écoutez, mais qui est-il pour venir avoir un tel comportement dans une activité que nous encadrons, justement, que nous souffrons d'encadrer? On a l'impression quand même que votre marteau est plus fort lorsqu'il s'agit de Yango, alors que, sauf s'il y a une ça dit que, j'ai envie de dire un demi-péché. Non, madame. Tous sont dans l'illégalité. Non, écoutez, d'abord le taxi est presque mort à Douala. Ouais. Vous comprenez? C'est pour ça que peut-être vous voyez les taximens à Douala qui sont pratiquement la plupart peut-être des clandestins. Vous comprenez? Or à Yaoundé, le taxi est encore vivant. À Bafoussam, le taxi est vivant et il paye les papiers. Si tu ne payes pas le papier, mais tu payes le prix. Nous ne faisons pas la prime, n'est-ce pas, la délinquance. D'accord. Vous comprenez? Alors, donc, on va y aller rapidement parce qu'on est déjà presque à la fin. Alors, est-ce qu'au-delà de la réglementation, vous, taximan, ou alors acteur de ce secteur-là, il n'y a pas quelque chose à copier de services rendus par Yango? Parce que tout le monde est allé de ce côté-là. Est-ce que quelque part, vous ne devrez pas vous arrimer à cela pour que tout passager se sente à l'aise? Tout à l'heure, on parlait du confort, des robes qui sont déchirées, de la surcharge
qui jusqu'aujourd'hui perdure. Finalement, est-ce qu'il n'y a pas du bon à retirer là-dedans de votre part? Je vais vous dire, madame, Yango profite simplement, a profité d'un vide en termes de sécurité, qui est un problème que nous avons toujours posé, madame. Parce que l'insécurité nous crée un manque à gagner considérable. Je vais vous dire, les meilleurs clients sont ceux qui viennent de l'extérieur. Vous comprenez? C'est-à-dire que si déjà, à Washington, on vous dit qu'au Cameroun, il y a trop d'insécurité dans la d'abord de taxi, c'est une perte, non? Vous comprenez? Donc on a toujours dit au gouvernement, il faut que personne ne peut être taximan sans être identifié, identifiable. C'est d'abord un préalable, parce que d'ailleurs le décret du 10 octobre 2022 revient à cela. Pourtant, ça fait au moins 4 ans qu'on pose le problème. La police me pose le problème. C'est dire qu'en fait, Yango a seulement profité de ce que les syndicats et le gouvernement ne s'entendent pas pour voir comment résorber la problématique de l'insécurité et a créé ce qu'on appelle une plateforme. C'est simplement une plateforme à laquelle on vient se connecter et on a un taxi en temps réel. Ce n'est pas magique. Nous pouvons le faire. Peut-être le numérique dont parle aussi, que suggère aussi le ministre des Transports. Bien sûr. Vous savez, aujourd'hui, c'est le numérique. Mais c'est le numérique. D'ailleurs, même ce badge-là, dont on parle, c'est un badge, c'est le numérique. Donc, on ne peut pas ne pas tenir compte du numérique aujourd'hui. Donc, nous disons que nous ne sommes pas contre Yango. Mais nous disons que Yango doit se conformer. Bon, si tant est que tu veux donc faire dans le transport, quelle que soit la méthode, mais conforme-toi. Mais quand je me rends compte que ok, tu n'es qu'un profiteur, rassure-toi, on sera en porte-à-faux. D'accord. Laissons cette entreprise-là tranquille. Aujourd'hui, Ce n'est pas une entreprise. Il faut bien qu'on lui trouve un nom. Sinon, comment est-ce qu'on va l'appeler? En réalité, c'est des clandestins. Bon. C'est comme ça que nous les appelons. Sauf que vous choisissez certains clandestins et pas d'autres. Ils sont tous clandestins. Vous semblez choisir certains. Si un taximan n'a pas les papiers, il doit être traité comme tel. D'accord. Qu'en est-il de la surcharge? Parce qu'aujourd'hui, c'est normal. C'est-à-dire que lorsqu'un client même se plaint de la surcharge, il est insulté pratiquement par le chauffeur du taxi. Comment est-ce que vous avez pu, ou alors vous arrivez à légaliser cette illégalité? Nous n'avons Sachant jamais... que s'il y a accident, l'assurance ne couvre pas celui-là. L'inconfort et du chauffeur et du passager encore. Nous n'avons jamais accepté la surcharge. Mais vous parce qu'elle est rien interdite. Écoutez, madame, la surcharge est interdite. Oui. C'est connu du taximan et de son client. Malheureusement, nous constatons que la réalité sociale oblige le taximan et son client de s'entendre pour surcharger. Quand vous m'avez payé 100 francs pour aller à tel endroit, vous m'avez payé au rabais, vous pensez qu'à ce moment-là, quand vous êtes surchargé, vous pouvez dire que je ne vous surcharge pas. Vous étiez libre de ne pas me prendre. Très bien. Vous-même, vous êtes libre d'accepter la surcharge, de ne pas l'accepter. Absolument. Maintenant, si vous ne la voulez pas, qu'est-ce que vous faites? Vous descendez. Par exemple, il ne viendra jamais vous arrêter que revenir dans ma voiture. Parce que si le fait, c'est que lui met dans l'illégalité. Mais quand vous le dites ainsi, c'est comme si c'est la faute encore au consommateur. Je n'ai Donc, jamais... Le taximan, il est libre de faire cela. Parce qu'on est dans une société où, je vous ai dit, parfois, le consommateur est un peu... il ne peut pas dire qu'il est complètement innocent, mais il est souvent sous pression et un peu obligé de le faire. Vous dites le consommateur est sous pression. C'est-à-dire qu'il vous est arrivé de sentir que vous êtes en retard au travail et que vous avez supplié le taximan de vous surcharger pour vous amener. Il y en a qui le font. Donc, il y a un problème, n'est-ce pas, une inadéquation entre l'offre et la demande qui oblige parfois à la surcharge de s'imposer. Vous comprenez, madame? C'est-à-dire qu'à des heures de pointe, quand on rentre à la maison, il y a tout un nombre impressionnant de passagers que très souvent, ce sont ces passagers-là qui obligent les taximens à les surcharger. Vous n'avez pas pensé que si on vous oblige à rentrer dans l'illégalité, ce n'est pas parce que c'est la surcharge. Si on ne va pas vous obliger à voler aussi, vous allez voler parce que vous dites la surcharge n'est pas un vol. Oui, c'est pas juste là, mais c'est une infraction. Mais je dis, c'est une infraction, on reconnaît. Voilà. Mais je dis bien, lorsque vous avez par exemple un passager qui vous dit, vraiment la pluie là, ça va bientôt me tomber dessus. Prends-moi. Et que celui qui est assis là accepte. D'abord, il a payé un taxi au rabais. Et quand vous venez, n'est-ce pas, vous asseoir avec lui et qu'il part. Ce n'est pas toujours au rabais. Vous savez, j'ai eu la chance de faire un peu de sociologie.
Et je n'apporte pas des solutions au problème de manière carrée. Je prends le problème, je l'étudie, j'en fais un phénomène social, j'étudie et je me distance, j'apporte une solution. C'est que c'est un phénomène social qui dépend du chauffeur et de son client dans l'entente. Maintenant, aucun client n'a le droit d'accepter d'être surchargé. Maintenant, s'il accepte d'être surchargé, il doit subir sa propre turpitude. C'est pas compliqué. Aucun chauffeur ne crachera sur un excédent en termes d'argent qu'on lui donne. Aucun. Mais maintenant, je dis bien, c'est un problème d'inadéquation entre l'offre et la demande. Vous savez très bien qu'à des heures, n'est-ce pas, creuses, on manque de clients et puis surchargé, c'est pas évident. Donc, il y a une réalité sociale il faut tenir compte de ça. Mais maintenant, la loi... D'ailleurs, l'autre jour, quand le ministre disait que, bon, il faut qu'on revoie le taux des étudiants et des élèves, je lui disais, on revoyait même déjà ça. Mais on les portait, on les transportait à prix très bas, mais on les surchargeait. Vous comprenez? Voilà, c'est les réalités sociales qui ne sont pas agréables. Je ne justifie pas, je constate simplement, je constate cela, et que c'est un phénomène accepté, et ça fait bénéficier peut-être les deux parties. Parce que c'était ça. Les élèves n'iraient pas à l'école. Ils ne paieraient pas le prix du taxi. Vous comprenez? Maintenant, il faut bien ça pour les amener à l'école. À condition maintenant qu'il n'y ait pas un problème de droit. S'il y a un problème de droit, le taximan sera obligé de subir. Et à ce moment, moi en tant que syndicaliste, je m'en laverai les mains. Vous comprenez? Parce que le droit va s'opposer pratiquement à nous. Je viendrai simplement là, à ce moment-là, voir dans quelle mesure, comment essayer de nous battre pour qu'il y ait moins, n'est-ce pas, de difficulté pour toi, mais tu seras quand même dans l'illégalité. Jean Collins Desfossoquin, merci beaucoup. Nous sommes arrivés au terme de notre émission. Je vous en prie, madame. Et merci pour l'invitation, parce que je me sens honoré d'être dans le fauteuil rouge. Et bon retour à Yaoundé. Je vous en prie, madame. Mesdames et messieurs, merci à vous d'avoir été des nôtres et à jeudi prochain.